Le pic de la courbe de l'adoption internationale d'enfants coréens peut s'expliquer par les réformes politiques que met en place le général Park Chung-hee, 1962-1978, à partir des années 1960. Ces mesures drastiques visent à propulser l'économie sud-coréenne en lançant des produits coréens essentiellement électroniques sur le marché international. La plupart des programmes politiques de développement axés sur l'industrialisation et l'urbanisation du pays vont générer d'importants exodes de jeunes populations qui quitteront les campagnes pour venir travailler en ville en tant qu'ouvriers. Le dictateur sud-coréen lance parallèlement au programme de restructuration sociale et économique le plan mondial de contrôle des naissances des pays dits en voie de développement. La restriction des naissances prend à défaut toutes les familles coréennes qui, à cette époque, n'ont pas encore accès à la contraception. Pour accélérer la transition démographique de la Corée, le dirigeant met en place sur tout le territoire des centres de stérilisation obligeant les femmes coréennes à réduire brutalement leur fécondité. La Corée du Sud, tout comme l'Inde à la même époque, va ainsi exercer jusque dans les années 1980 sur des millions de foyers des plans rigoristes initiés à la base par les États-Unis. Des films de propagande américaine avec un personnage de Walt Disney sont en effet diffusés à la télévision dans un bon nombre de pays en voie de développement, visant ainsi à réfréner le désir d'avoir beaucoup d'enfants. Michelle Goldberg, experte en planning familial. Ce soudain intérêt des États-Unis pour la croissance démographique de diffuser la planification familiale dans le monde n'avait rien d'un souci humanitaire. Pendant la guerre froide, on craignait que cette croissance démographique incontrôlable entraîne une augmentation de la pauvreté dans les pays en voie de développement et conduise à des révolutions communistes. En août 1965, des experts du monde entier se réunissent à la conférence de Belgrade pour analyser l'augmentation foudroyante du nombre des naissances dans les pays en voie de développement. Le message du président américain, Lyndon Johnson, donne le ton. 5 $ consacrés au planning familial est équivalent à 100 $ donnés au développement économique. Au milieu des années 1970, le faible succès des stratégies de contraception conduit les planificateurs à créer des camps de stérilisation contraintes où des millions d'hommes et de femmes sont stérilisés de force. Cette manœuvre brutale cause une crise de confiance durable dans la politique démographique gouvernementale et coûtera à Indira Gandhi, alors Premier ministre de l'Inde, les élections de 1977. Depuis, les stérilisations sont interdites, sauf en Chine, où la planification familiale est restée et reste encore parfois liée à des stérilisations forcées. Fin de citation. Le pic de l'adoption internationale d'enfants coréens de l'année 1985 serait symptomatique des répressions qui se sont exercées successivement sur tous les foyers sud-coréens pendant la durée du miracle économique. Parallèlement à la transition démographique brutale, le nombre des orphelinats remplis d'enfants adoptables va s'accroître jusqu'en 1985 et ensuite diminuer pour de bon. Alors que se passe-t-il de spécial en 1985 ? Le général Chung Dong-hwan, 1980-1987, amorce à partir des années 1980 une politique pacificatrice avec la Corée du Nord qui entrera en contradiction directe avec les intérêts américains. En 1985, la Corée du Nord et la Corée du Sud se rapprochent autour du 38e parallèle pour entamer des pourparlers. En septembre de la même année, les deux États organisent par l'intermédiaire des Croix-Rouges nord- et sud-coréennes la rencontre inédite entre les membres d'une même famille coréenne qui ne s'était pas revue depuis la division du pays. Je cite : « Les dernières discussions, ne l'oublions pas, se sont étendues sur 2 ans, de 1984 à 1986. Les pourparlers économiques, 5 réunions en tout, n'ont rien donné.
Mais les deux Croix-Rouges, qui s'étaient déjà réunis en 1971, sont arrivés à un accord qui a permis en septembre 1985 à 151 personnes du Nord et autant au Sud de rendre visite à des parents de part et d'autre de la zone démilitarisée. La méthode, qui en ce qui nous concerne a fait ses preuves, se ramène à deux recettes. La première consiste à limiter ses ambitions, à avancer pas à pas à partir d'objectifs modestes. Il n'est pas réaliste dès le début de s'attaquer aux grands problèmes, de vouloir commencer par rédiger la constitution d'une Corée réunifiée. C'est prendre le problème par la fin. L'objectif prioritaire doit être d'établir un climat de confiance et cela demande du temps. La seconde recette est de prendre en compte les intérêts de l'autre partie. Il n'y a pas de perspective d'accord s'il n'y a pas d'intérêt commun. Cela suppose, et c'est plus difficile à faire qu'à dire, de renoncer à certaines propositions auxquelles on est le plus attaché. Fin de citation. La rencontre des familles nord- et sud-coréennes pourrait, selon nous, avoir eu un impact sur l'histoire de l'adoption internationale d'enfants coréens, dans la mesure où les prémices de la pacification sur la péninsule coréenne auraient pu sortir du champ de la guerre les enfants sud-coréens, vus comme des orphelins, pour les remplacer définitivement sur les écrans occidentaux par une nouvelle jeunesse, celle-ci bien éduquée, volontaire et dynamique, à l'image de la toute jeune démocratie qui vient d'éclore. En d'autres termes, plus le nombre d'adoptions d'enfants coréens diminue, plus la Corée du Sud se hisse au rang des pays dits civilisés et développés. L'histoire de l'adoption internationale des enfants coréens aurait pu encore agir longtemps comme un indicateur de croissance économique. Mais après 1985, la courbe a tendance à révéler davantage l'état plus ou moins positif des relations intercoréennes. Jusqu'à ce pic, la France, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, engage dès les années 60 des procédures permettant aux familles françaises d'adopter des enfants étrangers, faute d'enfants adoptables disponibles sur leur propre territoire. Cependant, plusieurs facteurs rendent flou le transfert des enfants étrangers, car bon nombre d'agences d'adoption sont privées et cela rend impossible le droit de regard extérieur sur la nature des transactions qui y sont établies. Certaines de ces agences sont ainsi soupçonnées de ne vouloir faire que du profit sous fausse bannière, soit religieuse ou bien humanitaire. Les candidats à l'adoption profiteront de ces lacunes à la fois juridiques et administratives pour obtenir plus vite un enfant étranger. Les dérives de l'adoption internationale restera longtemps invisibles au grand public et il faudra attendre qu'éclatent au grand jour les premières déconvenues de parents adoptifs pour commencer à saisir ce que signifie concrètement dans les faits ce qu'un économiste pourrait appeler la contraction du marché de l'offre et de la demande des enfants étrangers adoptables. Je cite: « Il y a en France très peu d'enfants adoptés et pourtant un grand nombre de candidats adoptants. Disons 10 candidats adoptants pour un enfant. Les œuvres privées et l'administration essaient de donner à l'enfant des parents qui ont l'âge réel d'être ses parents et non celui d'être des grands-parents. Vu le nombre très minime de bébés français, on sait qu'il y a certaines cliniques qui sont spécialisées dans le trafic. Les jeunes filles qui y arrivent sont enceintes et ont des problèmes d'argent. Au lieu de les aider, on leur dit d'abandonner leur enfant et on leur donne une petite somme pour pouvoir vendre le bébé contre une forte somme à des parents adoptifs. Il est absolument impossible de punir ces gens-là, étant donné qu'on ne les recherche pas. La mère qui a mis son enfant au monde et qui l'a ainsi vendu ne va pas s'en vanter. Quant aux parents qui ont acheté le bébé, ils ne vont pas non plus s'en vanter. Il y a aussi le cas de la femme qui se dit enceinte, elle met un espèce d'étredon sur le ventre et part à l'étranger et revient après avoir soi-disant accouché. C'est-à-dire que là-bas, on a déclaré un bébé qui n'est pas le sien sous son nom de famille. C'est dangereux parce qu'on ne sait pas comment sera le bébé. Il sera peut-être malade physiquement ou mentalement. Il n'y
n'y a d'une part pour les parents aucune garantie, ni juridique ni médicale, et pour le bébé, c'est très dangereux, parce qu'une femme qui fait semblant d'être enceinte et d'avoir accouché, c'est une femme dont l'équilibre est tout de même précaire. Il y a des couples qui passent par la voie normale, c'est-à-dire qu'ils attendent 2, 3, 4, voire 5 ans avant d'avoir un enfant qui n'est pas forcément un bébé, parce qu'ils acceptent aussi les enfants qui ont 2, 3, voire 5 ans. Un couple qui accepte d'attendre 3, 4 ans, un enfant qui a 3, 4 ans, a eu le temps de réfléchir à son projet. Mais actuellement, cette voie est fermée. On va donc chercher, et c'est un autre problème, des enfants dans les pays dits sous-développés, c'est-à-dire que l'on fait venir en France énormément de petits Coréens, de Vietnamiens et des petits Hindous. Cela crée des problèmes d'autant plus qu'ici, les lois n'étaient pas très strictes à ce sujet et de nombreux parents adoptifs ont eu des problèmes. Fin de citation. Les procédures d'adoption internationale se simplifient dans les années 1970 et 80 en Corée du Sud pour évacuer un grand nombre d'enfants coréens estampillés adoptables, par exemple par l'agence All Children Service. Les parents français y voient enfin l'espoir de combler leur rêve de parentalité. Un journaliste. Vous avez pu constater qu'il y a de moins en moins de bébés adoptables en France. Alors, les couples qui en ont assez d'attendre se tournent vers certains pays étrangers comme la Corée, où on peut facilement adopter les bébés. Le journaliste questionnant un couple qui adoptait une petite fille coréenne. Qu'est-ce qu'on vous demandait comme condition au départ ? La famille Caffin. 50 mariages, et il fallait qu'il y ait un des deux époux qui soit protestant, et puis des certificats médicaux. On est passé devant 3 psychiatres et puis des certificats genre radio-pulmonaire. Et puis 6 000 francs pour avoir la petite, ça paye le rapatriement. Et puis une certaine somme qu'on doit donner pour l'œuvre en Corée qui l'a déjà élevée jusqu'à l'âge où elle arrive en France. Madame Caffin. C'est très poignant du fait qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir comme enfant. Parce qu'on a eu seulement 2 petites photos au départ. Une où elle avait 2 jours et une autre 1 mois et demi. Elle avait donc 8 mois à l'arrivée, donc on ne s'imaginait pas vraiment la tête qu'elle pouvait avoir, car un enfant change quand même beaucoup. Et d'ailleurs, quand on me l'a remise dans les bras, j'ai bien cru que j'allais me trouver mal. J'étais très énervée, j'avais envie de pleurer et en même temps de crier ma joie. Quand on me l'a donnée, je l'ai tenue, je ne savais pas quoi en faire. Pour moi, c'était comme un paquet qui arrivait et vraiment je ne savais pas quoi faire. Elle avait pratiquement rien sur le dos. Je vais d'ailleurs vous montrer ce qu'elle portait. Elle avait une petite tétine et une petite salopette d'été, ainsi qu'un petit maillot de corps. Il faisait tout de même 14 degrés. Et puis, sur ses petits poignets, des petits bracelets pour l'identifier. Ça, c'était affreux. Elle en avait un à chaque poignet, avec notre nom et notre adresse, et un autre avec son nom coréen et l'adresse d'où elle venait. Il lui a même fallu le lui couper car ça lui serrait le poignet. Fin de citation. Le vide juridique international a soit certainement causé du tort aux parents adoptifs qui n'ont pas reçu à proprement parler l'enfant tant rêvé, tant fantasmé, c'est-à-dire un enfant en bonne santé physique et mentale, avec une belle apparence, ou bien avec un fort potentiel de réussite scolaire, mais seulement l'enfant qui était disponible sur le moment. Mais imaginons aussi la détresse qu'il pouvait y avoir du côté des enfants adoptés qui se sont soudain retrouvés, pour certains, piégés en France dans ces familles désenchantées, qui les ont finalement peut-être tolérés physiquement, mais rejetés affectivement. Ou bien pire, certains de ces enfants décevants, entre guillemets, ont tout simplement été renvoyés dans leur pays d'origine, sans même se soucier du sort qui pouvait bien les attendre. Aussi, en France, dans les années 1970, l'image de profusion d'orphelins adoptables à l'étranger pouvait faire miroiter aux parents candidats de l'adoption l'idée confortable qu'ils pouvaient choisir entre plusieurs catégories d'enfants selon leur âge, leur physique,
leur état de santé. Dans ce contexte de Far West de l'adoption internationale, il est alors probable que beaucoup d'adoptants ont vu l'acte d'adoption non plus comme un moyen de prolonger les droits d'un enfant étranger né dans un contexte défavorisé, mais plutôt comme un moyen d'étendre à l'international des droits adultes avec toutes les menaces que cela pouvait faire peser sur les populations d'enfants dont l'identité et la nationalité étaient plus que fragilisées dans ce processus de transfert hors des frontières. Je cite Madame Cohen, responsable en centre d'accueil. Quand Sophie est arrivée chez moi, elle était en très mauvais état. Elle avait 5 ans et elle était arrivée à l'âge de 3 ans en France, dans la première famille d'accueil. On n'avait pas l'impression d'un enfant qui avait passé 2 ans en France, mais plutôt d'un enfant qui arrivait directement de son pays d'origine. Elle avait le ventre gonflé, un teint blafard. Petit à petit, elle a parlé de l'ancienne famille d'accueil pour des petites choses en disant qu'elle était privée de nourriture, que la maman criait tout le temps, qu'elle ne mangeait que des croûtes de fromage, du pain trempé dans de l'eau et surtout qu'elle mangeait à une table séparée de la famille. Elle ne nous donnait pas les raisons, mais ce serait parce qu'elle était, soi-disant, une enfant trop méchante. La famille essayait de remédier au fait qu'elle faisait pipi au lit, par exemple, en ne lui donnant ni à boire ni à manger le soir. La première maman lui reprochait de ne pas être assez indépendante et de rester toujours collée à elle. On trouvait qu'étant venue à 3 ans, c'était déjà trop tard et qu'elle était trop marquée par sa première enfance et qu'elle ne s'adaptait pas à un rythme rapide, qu'elle ne s'adaptait pas à la vie européenne. On lui demandait certainement beaucoup d'un point de vue intellectuel. On la trouvait trop lente et son développement ne semblait pas suffisant à la famille. À son arrivée, elle n'avait aucun jouet affectif. Elle n'avait que des jouets éducatifs. C'est très bouleversant de voir un enfant qui a déjà été malheureux dans son premier pays d'origine, qui était déjà orphelin et qui a déjà connu plusieurs orphelinats, après 2 ans en France, se retrouver pratiquement au point zéro. Et notre responsabilité est grande de faire venir des enfants d'autres pays pour finalement les remettre dans la même situation ici. Fin de citation. Les échecs de l'adoption internationale en France sont fréquents et banalisés. Les autorités commenceront à remettre seulement en question la fiabilité des agences à partir de la Convention de La Haye qui évoque pour la première fois l'existence d'un marché noir de l'enfant adoptable. Claude Chaillet, directeur des conventions administratives et affaires consulaires. Je doute que ce soit les autorités administratives qui encouragent ce système. Mais il faut malheureusement bien reconnaître que chez certains agents de l'adoption internationale, l'esprit est de lucre. Maintenant, je dirais à ce qu'on peut appeler dans cette affaire de trafic d'enfants que certaines familles sont tout à fait disposées à verser des sommes colossales pour obtenir des enfants qui répondent à leurs souhaits. Fin de citation. Dans les années 70, Françoise Dolto, une pédopsychiatre renommée, recommandait pourtant déjà aux parents adoptifs de ne pas casser les liens de l'enfant adopté avec son pays d'origine ni avec sa première famille. Il faut laisser aux enfants qui arrivent de loin le temps de s'adapter à leur nouvel environnement familial et culturel. Les enfants adoptés ont un passé et il est donc illusoire d'attendre de lui qu'il fasse table rase de sa première vie. La spécialiste des enfants précise que l'enfant de 6 mois est déjà un grand bébé qui connaît bien l'odeur de sa mère, le son de sa voix, les paroles dans sa langue maternelle. Tout ceci a été brisé par le départ en France. Il a évidemment retrouvé une sécurité existentielle pour son corps, mais toute sa personne symbolique était construite autrement et s'est arrêtée de se développer dans une brisure. Alors ça ne m'étonnerait pas que cet enfant ait été retardé après, parce qu'il a dû se repiquer, comme on dirait d'un végétal.
Il s'est repiqué dans un autre terreau. Mais maintenant, c'est nécessaire qu'il repasse par des colères. Fin de citation. À partir des années 1990 et 2000, les Coréens adoptés d'outre-mer commencent à parler ouvertement de leur expérience d'adoption internationale, en même temps que d'autres adultes adoptés venant des quatre coins du monde. Parmi les sujets que ces personnes abordent, deux aspects reviennent fréquemment dans tous les témoignages. Premièrement, la mémoire brisée d'une première filiation, et ensuite, les difficultés à s'intégrer dans une nouvelle filiation. Les Coréens adoptés d'outre-mer relatent également souvent d'un parcours de combattants dont ils aimeraient sortir un jour triomphant. La parole des adoptés devenus adultes révèle en effet, comme c'est le cas du témoignage de Christine Baudraz, coréenne adoptée en Suisse, des maltraitances physiques et morales caractéristiques de parents mal informés par les agences d'adoption internationales. Je cite, « Le paradis promis aux orphelins du tiers-monde se transforme parfois en enfer. Ce qui est arrivé à Christine Baudraz est un exemple qui prouve que tous les parents adoptifs ne sont pas dignes de se voir confier un enfant. Christiane, qui est aujourd'hui mariée et mère de famille à Thun, déploie tous ses efforts pour oublier les affres du passé. Après avoir vécu pendant 4 ans dans les orphelinats en Corée, elle a été adoptée dans les années 70 par une famille du Chablais vaudois. Christiane Baudraz. Je n'ai pas de bons souvenirs parce que j'ai une mère atteinte d'une maladie psychiatrique. J'ai beaucoup subi les conséquences de cette maladie, mais pas seulement moi, il y avait aussi mon frère et ma sœur. Le journaliste. Mais qu'est-ce que vous avez subi exactement? Christiane. C'était dans l'ordre des maltraitances physiques et aussi psychologiques. Ma mère se comportait de manière sadique. Son sadisme l'a poussée par exemple à prendre une cuillère à soupe et à me taper sur l'arcade sourcilière. Elle me passait aussi la tête sous l'eau, comptait jusqu'à 10 et quand je commençais à gigoter parce que je ne pouvais plus respirer, elle me ressortait la tête, puis me la remettait et cette fois-ci comptait jusqu'à 15. Le journaliste. Vous êtes aujourd'hui adulte. Êtes-vous bien sûr de ne pas avoir eu un comportement qui aurait pu excéder vos parents adoptifs? Christiane. Quel enfant n'excède pas ses parents? Mais il y a une différence entre gronder un enfant ou même lui donner une claque et puis réveiller un enfant en pleine nuit alors qu'il dort pour lui faire de la gymnastique sur le balcon. Je devais marcher en position de canard, accroupi, pour que personne ne me voie, à pieds nus pour que personne ne m'entende. Tout était calculé, prémédité. C'est pour cela que j'appelle ça du sadisme, de la folie. Le journaliste. Est-ce que vous avez passé par des moments de désespoir? Christiane. Oui, de désespoir profond. J'en suis même arrivée à la tentative de suicide. Il y a eu tout un temps où je dirais, à l'époque de l'adolescence, je me couchais, me mettais sous les couvertures et me disais, demain, je veux me réveiller morte. Le commentateur. Comment des parents ont-ils pu ainsi déraper alors qu'ils avaient été évalués et accrédités par le service de la protection de la jeunesse pour les adopter? On ne peut que se demander si certains contrôles n'ont pas été faits à la légère. Le journaliste. Aujourd'hui, quelles séquelles gardez-vous de tout cela? Christiane. Je dirais des séquelles psychologiques et physiques. Les séquelles psychologiques, je crois que ça met bien plus de temps à guérir, car ce sont des blessures profondes. Je dirais plusieurs types de blessures. D'une part, venant de mes parents biologiques, pourquoi m'ont-ils abandonné? Et puis, il y a cette deuxième blessure avec mes parents adoptifs et tout le mal qu'ils m'ont fait. Fin de citation. Les dysfonctionnements de l'adoption internationale, qui placent l'enfant non plus comme sujet, mais comme objet de convoitise, de distraction, de prédation, n'est dénoncé que très tardivement dans l'histoire de l'adoption internationale. La Convention de 1993 tentera de rappeler aux adoptants et aussi aux agences
ainsi qu'aux États, leur responsabilité dans ces dérives qui mènent parfois, malheureusement, au suicide des enfants adoptés. Est-il trop tard pour agir ? Le problème international d'ordre structurel n'est aujourd'hui toujours pas solutionné pour autant, après 1993, si l'on se place du point de vue des enfants, faute d'enquêtes approfondies et sérieuses sur les filières et les buts financiers des fausses agences d'adoption. Ainsi, les déviances de la pratique ne sont visibles aujourd'hui que du point de vue des statistiques sur la santé et le bien-être des adoptés devenus adultes, et non du point de vue de l'enfance globale vulnérable. Je cite, « Personne ne connaît aujourd'hui l'ampleur et la fréquence des difficultés rencontrées par les enfants transférés. Aucune étude n'a jamais été faite. » Le journal Lancet, une revue médicale réputée pour sa rigueur scientifique, a tenté de donner une réponse en 2002. Les Suédois ont suivi l'évolution de plus de 11 000 adoptés. Ils ont comparé leur comportement à celui des enfants d'indigènes et d'immigrés. Ils ont alors découvert que les personnes adoptées couraient 3, 4 à 5 fois plus de risques de se suicider, de développer des maladies mentales sévères, d'être dépressifs ou bien toxicomanes. Fin de citation. La Convention de La Haye rend compte des abus de l'adoption internationale sous des termes tels que l'enlèvement, la vente et la traite d'enfants. Le but de la Convention est de faire appliquer aux États signataires une série de mesures qui doivent garantir l'intérêt supérieur de l'enfant dans la pratique de l'adoption internationale. Les pays contractants s'engagent à désigner des autorités compétentes telles que les autorités centrales et les agences agréées pour suivre chaque procédure d'adoption et veiller à l'application des 48 articles.